resituer la temporalité dans laquelle nous nous trouvons. On est dans cette période tout à fait inédite, singulière, dans la démocratie américaine. Ça se passe une fois tous les 4 ans, et il y a 100 jours. Ce sont ces fameux 100 jours au cours desquels vous avez un président élu qui a évidemment tous les attributs de la campagne triomphante qu'il vient de mener, mais qui n'en a aucun pouvoir. Et puis vous avez un président finissant, j'allais dire, et plus les jours passent et se rapprochent du 20 janvier, date de l'intronisation, moins il a de crédit. Il n'en demeure pas moins qu'il est en charge. Et donc pendant cette période, généralement, les présidents s'expriment, ils n'ont qu'un seul pouvoir, celui de la parole. Certains en usent, d'autres en abusent. Je vous laisse juge de ce qui se passe avec celui-ci. En fait, on est dans cette période où effectivement le poids de la parole est fort, mais ça n'est qu'un poids de la parole. Et aussi, on le voit bien quand on connaît Donald Trump, parce que ce faisant, il va aligner les uns et les autres. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il va aller jusqu'à ce qu'il dit, mais il aligne quelque part les parties prenantes, j'allais le dire, que nous sommes. Eh bien, à charge pour nous, parties prenantes, dans ces périodes, généralement du reste, il y a un peu une sorte de trêve diplomatique. On se respecte les uns les autres. Bon, là, compte tenu des propos qui sont tenus, moi, j'en appelle à toutes les parties prenantes, dont l'Europe, bien entendu, eh bien de juste dire, non, là, on va vraiment coopérer, on est des alliés. Mais là, c'est non. Oui, il faut dire, là, c'est non. Et voyez-vous, je crois que avec Elon Musk, dont on va peut-être parler ce soir, il fait partie de ces individualités qui avancent et poussent jusqu'à ce qu'on voit qu'on ne peut plus avancer. Bien, je crois que c'est aussi notre rôle, mais ça a été le cas de dire non. C'était le cas, vous avez vu, vous en avez parlé vous-même, du chancelier Scholz, qui a dit stop aux propos infamants, on peut dire les choses comme ça, de Elon Musk à son égard, du Premier ministre anglais. Le président de la République également a exprimé ses propos. Écoutez la première ministre Mette Frederiksen du Danemark, qui a dit ce qu'elle pensait des... comment les qualifier ? Propositions au-delà sur le Groenland de Donald Trump. Donc bien sûr qu'on commence à réagir, mais je crois qu'il est temps d'avoir aussi une voix forte européenne aussi. Thierry Breton, est-ce que les Européens sous-réagissent ? Regardez l'image qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire on a le fils du président des États-Unis qui se pose pour un voyage. Il se moque du monde, ouvertement. Éclair. Ouais, peut-être éclair, mais enfin, il est éclair avec l'avion du père, avec le mot Trump écrit en caractères, je ne sais pas combien, sur l'avion. Il y a là quelque chose comme une provocation extrême. Et la réaction des Européens, c'est cette réaction un peu molle du Danemark qui dit on est ouvert au dialogue. On est prêt à coopérer avec les États-Unis. La première ministre Mette Frederiksen a été beaucoup plus claire, si je peux me permettre. Mais là encore, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Voilà, on est dans cette période qui est une période, je l'ai dit, j'allais presque dire, et je ne le dis pas de façon péjorative, hein, ça s'appelle en diplomatie de la gesticulation. Voilà, on gesticule, on démontre un peu son appétit, son allant. J'allais presque dire de façon un peu triviale, on montre ses muscles. Bon, et puis après ça, à partir du 20, on va rentrer dans la réelle politique. Alors bien sûr, ce sera certainement pas la politique de Joe Biden. Ça, on en est tous convaincus. Mais je pense vraiment qu'il faut aussi lire ce qui se passe au regard de ce temps particulier. Et je nous incite, nous tous, à avoir ce recul, peut-être pour ne pas trop réagir brutalement, sauf lorsque notre démocratie est attaquée, et c'est le cas sur les réseaux sociaux, et on en parlera. Écoutez, le fils Trump, Donald Trump Jr., qui est là, qui était, comme vous le dites, voyage éclair, sur le sol du Groenland, et qui parle de l'appel qu'il a passé à son père. Écoutez, qui sait, il se peut qu'il doive passer par ici un jour. Nous verrons ce que cela signifie, si cela se produit. Alors. Oui, je crois qu'on n'a rien à rajouter par rapport à ce que j'ai dit. Je le prends vraiment, et je pense qu'il faut que tous on le prenne comme ça, mais que derrière, évidemment, au niveau adéquat. Et nous avons des niveaux pour ce faire. Nous sommes une grande institution, l'institution européenne. Alors bien sûr, le Groenland, bon, c'est comme on le sait, et aujourd'hui donc sous le Danemark, bien entendu. Il y a une volonté
d'avoir une autonomie. C'est donc le Danemark qui doit s'exprimer, et nous, Européens, on doit effectivement dire ce que nous avons à dire. Et je pense que la loi nous permet de le faire, notre démocratie nous permet de le faire, et j'allais presque plus loin ce soir en disant qu'elle doit le faire. Nous devons effectivement nous exprimer pour dire, voilà, on a bien entendu tout ça, voilà qui nous sommes prêts évidemment à travailler lorsqu'il le faudra ensemble, évidemment, interférer chez nous dans les élections, non, interférer dans nos démocraties, non, et avoir des velléités sur les territoires, quels qu'ils soient, non, bien entendu. Thierry Breton, vous avez fait des ouvrages de futurologie, certains qui ont très bien marché. Oui. Très bien, combien vous aviez tiré ? Oui. Combien ? C'était quand j'étais jeune, donc il y a prescription. Mais non, vous êtes toujours jeune. Voilà. Vous avez fait des ouvrages de futurologie. Est-ce qu'on ne sous-estime pas la possibilité que les Américains voient loin ? Qui aurait prévu la chute du mur de Berlin ? Qui aurait prévu en 1799 que la France allait posséder sous Napoléon quasi toute l'Europe ? En réalité, les États-Unis peuvent-ils être conquérants pour de vrai ? Pas juste pour la galerie, pas juste pendant cette période de 100 jours. Si on se réfère à l'histoire, ça n'est pas vraiment, encore une fois, dans l'ADN, et certainement pas dans l'ADN de la démocratie américaine aujourd'hui. Par des moyens légaux, l'achat, acheter. Oui, les États-Unis sont toujours plus riches, l'Europe est toujours plus pauvre, ils peuvent acheter. De la même façon que les Chinois achètent le port du Pirée, il y a des projets, par exemple, d'acheter le port de Brême, ils mettent l'argent. Vous qui aimez l'histoire, ils ont même acheté du reste la Louisiane, racheté la Louisiane à la France. Voilà. Ils l'ont jamais payé du reste. Voilà, c'est un autre sujet, donc peut-être qu'on a un contentieux. C'est la meilleure manière d'acheter. En tout cas, ils n'ont pas payé ce qu'ils devaient payer. Mais donc oui, c'est comme ça que les États-Unis se sont constitués. Alors, voilà. Donc maintenant, ils nous parlent d'un 51e État qui commence à voir s'il veut racheter le Canada. Je ne suis pas sûr que le Canada soit à vendre. Mais ça, on a compris. Non, mais le Groenland, vous voyez déjà que le Groenland, c'est un peu plus compliqué. Oui, il en avait déjà parlé du reste au cours de son premier mandat, vous vous en souvenez. Voilà. Je crois vraiment qu'il faut prendre ça pour ce que c'est. Les États-Unis ont cette spécificité historique. C'est pas un empire au sens où d'autres continents l'ont. Vous savez, nous, on connaît bien les empires en Europe. Parce que on a été ceux qui ont créé, qui ont composé en particulier, en grande partie, ces empires. Je mets la Chine évidemment de côté. Donc on a une relation historique avec les empires. On s'en est défait. Ça nous a coûté très cher et c'était nécessaire. Mais voyez-vous, nous sommes aussi entourés d'empires aussi, encore nous en Europe. On a un projet. On en reparlera, j'espère. Il est très important. On est une grande démocratie. Il faut aller de l'avant. Il nécessite de l'énergie, du leadership. Et quelque part, tous ceux qui nous entourent, beaucoup de ceux qui nous entourent, ont été des empires. Et peut-être même pour certains d'entre eux, des empires déclinants. Je pense à la Russie. On peut penser également, et ce n'est pas péjoratif dans mes propos, à la Turquie. Par parenthèse, la Grande-Bretagne était aussi un empire. Il est plutôt maintenant déclinant. Et c'est pas, encore une fois, injure que de le dire. Et c'est compliqué pour ces empires déclinants, d'être aux côtés d'une Europe qui, elle, va de l'avant, qui a un projet. Et on le voit bien aujourd'hui tous les jours. Tout autour de nous, ne soyons pas naïfs, concourt à affaiblir l'Europe. Tout. Que ce soit à l'Ouest, on entend bien ce que dit le président élu Trump, que ce soit à l'Est, et on entend ce que dit Vladimir Poutine, que ce soit plus encore à l'Est, on entend ce que dit Xi Jinping, que ce soit au Sud, avec les migrations qui sont utilisées, on le sait, comme des armes, pardon de cette expression, hybride. Donc oui, tout autour de nous concourt à affaiblir cette dynamique, parce qu'on n'est pas un empire, nous, en Europe, on est une dynamique. On est une dynamique démocratique, basée sur l'état de droit. Et c'est ce qui fonde notre projet et notre vivre ensemble. Ben voilà, ça ne plaît pas à tout le monde. Et il faut se battre, il faut se défendre, il faut se faire entendre. En particulier, quand on est dans des moments où la parole pèse. Encore faut-il s'imposer. Et on voit effectivement... Mais on a les moyens. Ouais. On a les moyens de le faire. Et il faut le faire, bien entendu. Vous savez, on ne maîtrise pas toujours le calendrier. Et donc, quand les calendriers s'imposent à vous, il faut savoir saisir les fenêtres. Alors, quand on voit le poids de l'histoire, est-ce que ça pèse aussi ? C'est-à-dire le fait que, en l'occurrence, le Groenland est un des lieux où, pendant la Seconde Guerre mondiale, les bases américaines se sont installées pour la défense de la liberté. C'est vrai. Les Américains ont défendu la liberté en Europe en 14-18, en 41-45, ensuite contre l'Union soviétique. En réalité, est-ce que c'est pas un peu la facture qui arrive de tout cela ? Mais attendez, j'ai eu des échanges avec Elon Musk, parce que vous savez, on s'échange, et on s'échange notamment via un réseau qui s'appelle X, qu'il connaît bien, je crois. Vous avez répondu, je crois, sans les Américains, vous parleriez allemand. Exactement. Et donc c'est ce que vous dites. Il m'a répondu, effectivement, lorsque je lui ai dit, attention aux propos
que vous pouvez tenir en utilisant le réseau, parce que le réseau, il est régulé, les propos sont libres. D'abord, ça me permet de dire, pas parenthèse. On fera les parenthèses après, attendez, je vous connais. C'est dommage, pas trop d'incidents. Vous aurez tout le temps des incidents. Parce que, encore une fois, la parole est libre, bien entendu. En revanche, sur les réseaux, on a mis quelques règles, et notamment quelques règles... Sur la dette morale, à l'égard des Américains. Dans l'un de nos derniers échanges, il me dit « Oui, mais d'accord, mais si jamais il n'y avait pas eu d'ingérence américaine, aujourd'hui, tu parlerais russe ou allemand. Oui. » C'est pas faux. Ce à quoi je lui réponds « C'est vrai, Elon, mais si jamais il n'y avait pas eu d'aide et de soutien français, aujourd'hui... ton président, ce ne serait pas un président, ce serait un roi, ce serait Charles III. Et ton Premier ministre, c'est celui que tu aimes bien, ce serait Monsieur Kramer. Parce qu'on sait, on a payé aussi pour ça, nous, les Européens, et en particulier les Français. Donc si on veut remonter à l'histoire, on va dire un partout la balle au centre, si ça vous va. Mais sans remonter à l'histoire. Bah si, le général Yakovlev, qui est sur notre plateau souvent, qui n'est pas suspect d'être anti-américain, il a beaucoup travaillé avec eux, dit « l'Europe est un protectorat américain ». Alors ça, c'est un autre sujet. L'Europe est un protectorat américain. C'est un autre sujet. Et donc, ou bien elle se protège elle-même, ou bien elle doit accepter les règles du protectorat. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. L'Europe doit évidemment, et par rapport à tout ce que je viens de vous dire, y compris entourer des empires qui fondent notre voisinage immédiat, ou moins immédiat, nous devons effectivement accroître notre capacité d'être autonome, d'être stratégiquement autonome, et qui dit stratégiquement autonome. Non, mais on le fait, et on augmente très sensiblement notre capacité de défense. Je suis bien placé pour le savoir, j'étais commissaire à la défense. Je sais qu'on peut le faire, je sais qu'on le fait dans le spatial, on pourra en reparler, mais il y a un mais. Et ce mais, c'est quoi? C'est qu'évidemment, on le fait maintenant dans tous les domaines. Vous savez, en Europe, on peut tout faire pour la défense. Des sous-marins nucléaires, des porte-avions nucléaires, des missiles hypersoniques, les meilleurs avions de combat, les chars les plus modernes, y compris l'arme nucléaire. Le problème que nous avons, et c'est très important de le dire avec beaucoup de recul et de prudence, mais c'est un point qu'il faut mettre sur la table. Aujourd'hui, l'OTAN donne la couverture à 26 États membres sur 27 pour l'usage ultime ou la protection ultime, qui est la protection nucléaire. Et donc, tant qu'on n'aura pas, nous, Européens, discuté de façon sereine, encore une fois, dans les enceintes qui vont bien, ce n'est pas des sujets qu'on met sur la place publique, de ce point, parce que nous avons la chance, en Europe, d'avoir un de nos membres, en l'occurrence la France, qui a maintenu, qui a développé la capacité d'avoir aussi la maîtrise totale et complète de cette arme ultime. Et c'est vrai qu'il faut, hélas, j'allais dire, dans le monde tel qu'il est et le monde qui vient, avoir aussi cette capacité et ne pas dépendre d'autrui, parce que si on dépend d'autrui, eh bien à la fin, ça finit toujours, quel que soit ce qu'on fera dans l'augmentation de nos capacités de défense, ah oui, mais alors l'arme ultime. Et quand on est dans des relations bilatérales et sur le thème « je fais ça et tu me payes tant », ça aura un prix qui va monter. Donc je le dis de façon très simple, pour prendre son autonomie, encore une fois, tout en restant un allié fiable, fidèle des États-Unis, un pilier important de l'OTAN, il faut évidemment que l'Europe commence à discuter entre elles de ce sujet, évidemment, avec la France en leadership. C'est une évidence, puisque nous sommes le seul à le faire, et en invitant aussi, je le dis, les Anglais à la table pour en discuter, car eux aussi font partie des Européens qui maîtrise cette arme ultime. Il faut en parler et il faut discuter entre nous de ce que veut dire le président de la République française lorsqu'il dit la dissuasion française s'entend également avec une composante européenne. Eh bien, il va peut-être falloir la qualifier. Nous vivons maintenant ces heures étonnantes où le Canada, comme vous le dites, est convoité par Donald Trump qui parle d'un 51e État des États-Unis. Regardez la réponse de Justin Trudeau, le Premier ministre qui part, puisqu'il va quitter son siège. Jamais, au grand jamais, le Canada ne fera partie des États-Unis. Et la réponse de Musk, celui que vous évoquiez tout à l'heure, sur le mode moqueur, regardez là, avec une production par intelligence artificielle où on voit Donald Trump qui joue du violon pour célébrer en quelque sorte la chute de celui qui a été son ennemi. Écoutez. Alors on le verra plus tard. Oui, vous voyez, je crois que celui qui en parle le mieux aujourd'hui, c'est encore Anthony Blinken, le secrétaire, donc le ministre des Affaires étrangères américain, et qui dit
Elon Musk est un, je crois qu'on le voit maintenant à l'image, ce qui a été généré par l'intelligence artificielle, effectivement. Qu'est-ce que dit Blinken? Il dit Musk, c'est un citoyen, il a le droit d'exprimer ses expressions. Musk est un citoyen. Certes, un citoyen qui est un chef d'entreprise, mais c'est un citoyen. Donc il exprime ses expressions et prenons-le comme tel. Il n'est pas seulement citoyen, il est nommé formellement responsable de l'organisme pour faire maigrir l'État américain. Eh bien, monsieur Rochebin, on verra. Ouais. On est encore dans un moment où il est uniquement citoyen. Ni vous ni moi ne savons exactement s'il sera nommé. Du reste, j'ai remarqué qu'il n'était pas invité il y a 4 jours au dîner tant commenté entre Mme Meloni et M. Trump à Mar-el-Lago. Vous guettez déjà la Non, c'est les observateurs attentifs qui l'ont fait remarquer. Peut-être ont-ils quelque chose derrière la tête. Donc on verra bien. Pour l'instant, c'est un individu, une individualité, chef d'entreprise évidemment. Voilà, il faut prendre ses propos pour ce qu'ils sont. Et vraiment, je pense qu'en ce qui nous concerne, pas pour plus. Alors en revanche, s'il utilise des réseaux sociaux pour faire de l'ingérence dans nos propres démocraties pendant les élections, là nous avons des moyens à agir, comme on l'a fait avec TikTok, sur des ingérences qui venaient donc de pays non européens à l'occasion des présidentielles en Roumanie. Si c'est le cas en Europe, là nous avons des outils, je suis bien placé pour le savoir, je pense en particulier au DSA, pour évidemment se protéger, faire des enquêtes et agir si besoin il y a. Voilà. Alors, est-ce que Trump est en train de gagner son pari? Quand on regarde l'image du G7, où on a l'impression, pour ainsi dire, d'un jeu de quilles, on prend l'image du G7 d'il y a 6 mois, et les uns après les autres, ils sont en train de tomber. Trudeau, Scholz peut-être, Charles Michel, et tant d'autres qui se sont opposés à Donald Trump. Oui, c'est la démocratie. Oui, bien sûr. C'est la différence entre le G7, entre la démocratie et les autocraties. Il ne vous aura pas échappé que en Chine, maintenant ça se compte en décennies, et en Russie, plus qu'en décennies, on en est à 20 ans. Donc on voit bien qu'Elon Musk c'est la différence influer sur ces démocraties. Demain, il organisera en live une discussion en direct avec Alice Weidel, la représentante de l'AfD en Allemagne. Comment est-ce que vous qualifiez cela? Oui, j'ai été celui du reste sur ce qui nous a valu encore un échange entre Elon Musk et moi-même. Alors j'interviens évidemment en tant que citoyen européen, que je suis, puisque je suis un citoyen européen, mais c'est ma capacité, ce n'est que ma capacité, mais intéressé par ce qui se passe en Europe. Oui, comment qualifiez-vous ça? On verra bien. Non, mais on verra bien, c'est demain matin, c'est pas dans les jours. On va voir précisément ce qui va se passer. En revanche, puisque vous faites référence à ça, c'est un bis repetita, si je puis dire. Parce que ça s'est déjà produit le 12 août dernier. Vous vous en souvenez, le 12 août dernier, Elon Musk a offert au candidat, il était à l'époque candidat, Donald Trump, la possibilité d'avoir l'usage de son réseau X pour précisément procéder à ce qu'il a appelé une discussion entre lui et Donald Trump, ouvert au monde entier. Il avait annoncé du reste à l'époque, Urbi et Orbi, en disant que ça allait être l'événement le plus vu dans le monde de l'Internet. Je lui avais écrit juste avant, j'étais régulateur, c'était donc mon rôle et mon devoir que d'informer évidemment que puisqu'il utilisait un réseau, il peut le faire n'importe quand, la parole est libre évidemment, et on n'est pas là pour censurer qui que ce soit, et je le redis de façon très claire. Mais en revanche, si on utilise un réseau social qui lui-même est régulé en Europe parce qu'il est systémique, c'est-à-dire qu'il a plus de 45 millions d'utilisateurs, alors pour la capacité d'amplification des messages, et nos auditeurs vont bien le comprendre, nos téléspectateurs, il ne s'agit pas encore une fois de réguler la parole, elle est totalement libre. En revanche, ce que l'on régule, y compris dans ces moments spécifiques des élections, c'est le fait que des algorithmes pourraient pousser de façon arbitraire tel ou tel message plutôt qu'un autre, comme on avait vu que c'était le cas pour Cambridge Analytica à l'occasion des élections en Grande-Bretagne qu'ont conduit finalement les Brexiteurs à gagner in extremis, en ayant peut-être modifié, trafiqué, poussé des algorithmes et donc qui ont quelque part perturbé le jeu démocratique. Alors ça, c'est ce que nous régulons, nous, en Europe, et je lui ai indiqué, attention, il faut aussi avoir des stress tests de régulation, parce que cette partie-là, puisqu'elle est accessible évidemment en Europe, quelle qu'elle soit, elle peut avoir des répercussions, et vous devez donc veiller à ce que la régulation soit là. Eh bien, je dis tout simplement la même chose. À partir du moment
où la parole, bien entendu, est libre. Il est libre de faire ce qu'il veut en tant qu'individu. C'est une personne, comme vous et comme moi aujourd'hui. Il n'appartient pas à un gouvernement. En revanche, si jamais ça intervient au moment d'élection et qu'il utilise un réseau social, alors nous avons des règles et il faut s'assurer que ces règles soient respectées. Ce n'est pas à moi, encore une fois, maintenant, à y veiller. C'est à mes successeurs. Mais j'ai tout simplement pensé qu'il était important de prévenir Mme Weidel, qui de reste m'a répondu un peu sèchement, qu'elle allait bénéficier d'un usage tout à fait exceptionnel et qui a une certaine valeur par rapport à ses concurrents. Et deuxièmement, qu'il fallait bien s'assurer que son interlocuteur respecte bien les lois européennes, précisément en ce qui concerne la démocratie, non pas par rapport à la parole, mais par rapport à l'usage d'amplification que peuvent faire certains algorithmes. Donc il s'agit d'y veiller. On verra bien ce qui se passera. Est-ce qu'il y a une volonté idéologique, d'après vous, d'Elon Musk, quand on voit qu'il aura donc cette discussion avec l'AfD, l'AfD qui quand même prône, y compris l'annulation de naturalisation. C'est très loin, hein, dans l'ordre des partis d'extrême droite. Vous avez raison. Elle est dangereuse selon vous, l'AfD. Du reste, on s'en méfie beaucoup au Parlement européen et peu sont ceux qui ont envie de s'asseoir aux côtés des élus AfD. Je le dis tout simplement sans porter d'autres jugements que celui-ci, mais je l'ai constaté moi-même. C'est exact. Est-ce qu'il y a une visée, il y a eu des révolutions mondiale en termes idéologiques, il y a eu des révolutions conservatrices. Hein. Est-ce qu'il y a une révolution conservatrice, ou je ne sais pas comment vous la commentez, que Musk veut mener? Écoutez, on discute encore une fois de choses qui se passent dans cette période singulière dont je viens de parler. Moi, j'ai connu Musk alors qu'il était un fervent défenseur des démocrates. Il n'y a pas si longtemps, Darius Rochebin. Un fervent défenseur, financeur des démocrates. Bon, il a changé il y a quelques mois. C'est pas il y a 3 ans. Donc je ne peux répondre à cette question. En est-il lui-même capable? Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai vu, moi aussi, les évolutions de la personne. Donc je ne tire pas de conclusion telle que celle que vous m'invitez à tirer aujourd'hui, parce que j'en suis complètement incapable. Je ne suis même pas sûr du reste que ce soit ce qui l'anime. Puisqu'encore une fois, je l'ai connu avec autant de force défendre des thèses qui étaient radicalement opposées à celles qu'il semble vouloir soutenir aujourd'hui. Donc je ne sais pas répondre à votre question. Le sait-il lui-même? Et vous semblez décrire quelqu'un qui n'a pas beaucoup de colonne vertébrale. C'est pas tout à fait ce qui s'en dégage. C'est pas du tout ce que je dis. Voilà. Je ne dis pas de colonne vertébrale. Il dit peu, on ne sait pas très bien ce qu'il pense. Écoutez, moi, on sait ce qu'il pense. On ne peut pas douter de ce qu'il pense, là. Hélas ou heureusement, chacun jugera, mais on peut pas... Qui a dit quelque chose hier dira-t-il la même chose demain? Je ne sais pas en ce qui le concerne, puisque j'ai vu ce qu'il avait dit hier et je vois ce qu'il dit aujourd'hui, que c'est radicalement opposé. Donc je ne sais pas ce qu'il dira demain. Et en particulier sur les ambitions que vous semblez vouloir lui prêter, ou en tout cas sur lesquelles vous m'interrogez. On voit en tout cas que les grands dirigeants de la tech américaine sont en train de changer. Mark Zuckerberg, on va entendre ce qu'il dit, puisqu'il